Les muscles et tendons épicondyliens latéraux ont des fonctions multiples, incluant notamment l'extension du poignet mais également des doigts, la supination de l'avant-bras et la stabilisation du coude en extension et en supination. Ces tendons s'insèrent sur la hauteur du versant latéral de l'épiphyse et de la métaphyse distale de l'humérus, reliefs sur lesquels on trouve proximalement une crête supracondylaire, distalement une crête épicondylaire sur l'épicondyle latéral, tandis que de l'autre côté de l'articulation se trouve la tête radiale. Une étude qui a fait date, publiée par Patrick Omoumi il y a 2 ans dans Skeletal Radiology, s'est intéressée au site d'insertion exact des différents tendons épicondyliens latéraux sur l'humérus distal. On définit ainsi par exemple plusieurs surfaces d'insertion avec une première proximale sur la crête supracondylaire et d'autres qui se positionnent en différents endroits sur l'épicondyle latéral. Pour aller dans le détail, cette publication nous précise que les insertions les plus inférieures sont celles du ligament collatéral latéral à la partie même distale et inférieure de l'épicondyle, tandis que le muscle supinateur superficiel s'insère un peu plus proximalement et postérieurement. Nous le verrons, l'insertion du ligament collatéral latéral est en éventail, avec un faisceau postérieur absolument fondamental à connaître, c'est celui de la stabilité en varus et qui limite la rotation externe de l'ulna. Il s'agit du ligament collatéral ulnaire latéral, faisceau postérieur du ligament collatéral latéral. Vers l'avant par un faisceau antérieur, beaucoup moins important fonctionnellement, et qui rejoint le ligament annulaire. Très proximalement se trouve une insertion non pas tendineuse mais musculaire, celle du long extenseur radial du carpe, muscle qui n'intervient pas véritablement dans la physiopathologie des douleurs du versant latéral du coude. En arrière se trouve un petit tendon relativement marqué et qui reçoit les fibres proximales du muscle extenseur ulnaire du carpe. Enfin, la surface d'insertion la plus importante sur l'épicondyle latéral est celle qui reçoit vers le dedans et l'avant le tendon court extenseur radial du carpe et son aponévrose, tandis que plus postérieurement s'insère au centre de l'épicondyle latéral, se trouve l'insertion la plus importante car elle reçoit les 2 tendons les plus concernés par l'épicondylite. Les 2 convergent vers une lame tendino-aponévrotique en quille de bateau, comme le dit Philippe Meyer, avec en avant le court extenseur radial du carpe et en arrière l'extenseur commun des doigts. On le voit, cette insertion donne lieu au tendon commun des épicondyliens latéraux qui passe bien en pont et immédiatement en surface, par-dessus, le faisceau postérieur du ligament collatéral latéral notamment. Pour s'en sortir, la lecture de cette convergence épicondylienne latérale vers l'épicondyle latéral doit se faire de la distalité à la proximité en IRM. Si l'on regarde cette coupe sur le tiers proximal de l'avant-bras, on va définir un certain galbe musculaire d'avant en arrière, ici situé, et ce prolongement pour s'affiner vers l'arrière jusqu'à cette petite structure. On le sait, environ 5 composantes se trouvent sur ces structures musculo-tendineuses, le brachioradial et le long extenseur radial du carpe qui s'insèrent très haut et ne contribuent pas à l'anthèse épicondylienne latérale, on l'a dit, tandis qu'on retrouvera ensuite le court extenseur radial du carpe et l'extenseur commun des doigts, se fixant sur cette sorte de quille de bateau qui les sépare en direction de la surface, avec ici une aponévrose profonde du court extenseur radial du carpe que l'on connaît bien. Enfin, vers l'arrière, cette petite structure tendineuse musculaire donnant un autre petit tendon s'appelle l'extenseur ulnaire du carpe. Si l'on remonte vers le haut, on va constater que ces 2 structures tendineuses, la quille de bateau et le petit tendon postérieur de l'extenseur ulnaire du carpe, vont converger l'un vers l'autre. Les fibres musculaires de l'extenseur ulnaire du carpe vont disparaître. L'extenseur commun des doigts donnera ensuite ces fibres vers les 2 contingents tendineux. Et l'on va ensuite pouvoir remonter plus haut pour regarder ces muscles s'amincir et ces 2 tendons distincts converger l'un vers l'autre en direction de l'épicondyle latéral. Ils sont ici, avec toujours des fibres résiduelles musculaires vers le haut, du court extenseur radial du carpe et dans l'extenseur commun des doigts. Les 2 tendons se rapprochent l'un de l'autre et vont ensuite converger, l'un ici, l'autre ici, en direction de l'épicondyle latéral. On verra en profondeur une 3e petite structure correspondant au ligament collatéral latéral et nous allons en parler dans la diapositive suivante. On monte toujours vers le haut
Et l'on constate bien que l'anthèse épicondylienne latérale est bien faite d'à peu près 2 tendons qui s'insèrent, mais de vraisemblablement 3 muscles, l'extenseur ulnaire du carpe tout petit et amoindri à l'insertion, le court extenseur radial du carpe en avant et l'extenseur commun des doigts. Quand on monte encore vers le haut, on va voir ces 2 petits tendons converger véritablement pour s'insérer sur l'épicondyle latéral en conservant jusqu'à leur insertion cet aspect obligatoire d'une structure tendineuse ou ligamentaire, fin, bien défini, vide de signal. Quand on monte vers le haut, on s'aperçoit que l'insertion est faite, qu'il reste un galbe musculaire qui est celui du bras ou de l'avant-bras proximal et antérolatéral, constitué principalement du muscle brachio-radial, mais également du long extenseur radial du carpe. On l'a dit, en profondeur de ces structures se trouve une autre structure qui la double véritablement, c'est le ligament collatéral radial avec ses fibres antérieures qui se fixent sur le ligament annulaire et ses fibres postérieures qui, elles, vont converger toujours à la face profonde de nos lames tendineuses des épicondyliens latéraux, vont converger en direction d'une insertion sur la crête supinatrice de l'ulna. Quand on continue, on va bien constater que vers le haut, ce qui était une véritable bande relativement étalée, se transforme en un petit cordon ligamentaire qui vient se fixer sur l'épicondyle latéral juste en dessous de l'insertion de l'anthèse commune des épicondyliens latéraux. Quand on regarde cet aspect de plus près, on admet que les fibres antérieures du ligament collatéral radial se perdent dans les fibres du ligament annulaire, qui est ici, en doublure du tendon et de la lame aponévrotique du court extenseur radial du carpe, tandis que vers l'arrière, cet éventail du faisceau postérieur va se transformer en un petit cordon venant doubler en profondeur les 2 tendons de l'épicondyle de l'anthèse épicondylienne latérale. En fait, il existe bien à l'interface entre tendons en surface et ligaments en profondeur, une petite interface graisseuse bien documentée dans l'étude d'Omumi, que l'on voit en échographie, que l'on voit sur cette coupe cadavérique et que l'on voit même cette petite ligne graisseuse sur une vue scanographique avec reconstruction coronale. Cette interface, attention, on la voit dans le plan coronal avec, partant du sommet de l'épicondyle latéral, l'anthèse épicondylienne latérale, parfois un peu difficile à voir et même à enfiler dans sa longueur en IRM, tandis qu'en profondeur, une autre petite structure s'insère non pas sur le sommet de l'épicondyle, mais bien sur la pente descendante jusqu'à la proximité du cartilage articulaire, et nous en reparlerons, pour donner cette petite corde d'orientation postérieure, c'est pour cela qu'on la perd, à l'interface entre les deux. Le tendon en surface et le ligament en profondeur se trouve bien un tissu non fibreux, plutôt graisseux et de signal intermédiaire en IRM. Il ne faut pas, quand on voit cette image, considérer à tort qu'il existe un clivage intratendineux ou même une rupture du ligament collatéral latéral. En scanner ou en arthroscanner, on retrouvera bien cette interface graisseuse ici en jaune et là sur une vue zoomée entre l'anthèse tendineuse et l'anthèse ligamentaire qui, elle, va passer au contact de la tête radiale. Nous en reparlerons. La distance entre l'insertion osseuse du ligament et la marge cartilagineuse est d'environ 4 mm dans notre expérience, mais c'est une donnée non publiée. Une fois que l'anthèse des tendons épicondyliens latéraux a été regardée dans le plan axial de distal à proximal et dans le plan coronal, ce qui est un peu plus difficile, il ne faut pas se priver d'une vue sagittale qui confirmera bien l'existence de 2 contingents antérieurs et postérieurs convergents en direction de l'insertion osseuse. Attention que ce plan, s'il est parfois utile dans des lésions relativement avancées, souffre toutefois d'un certain degré de volume partiel. Sur cette image, on retrouve la convergence de 3 contingents musculaires, court extenseur radial du carpe en avant, extenseur commun des doigts au milieu et extenseur ulnaire du carpe qui disparaît assez tôt vers le haut en arrière. Pour être complet, précisons que retenir le nom de ces différentes fibres musculaires ne nous semble pas indispensable dès lors qu'on a compris qu'il existe bien une convergence de plusieurs tendons sur l'épicondyle latéral. Le premier point fort à retenir de ce module est que l'anthèse épicondylienne latérale est constituée de la convergence sur l'os de plusieurs tendons se regroupant sur au moins 2 cordes tendineuses à l'insertion. Le troisième point fort à retenir est que ces tendons épicondyliens latéraux sont séparés en profondeur du plan ligamentaire latéral par une très fine interface graisseuse qu'il ne faudra pas prendre pour un clivage intratendineux.